Bonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième journée de talk de la Product Week. La Product Week, c'est donc un format organisé entre TIGA et BPI France, le Hub. C'est un format axé sur le produit. Vous aurez 9 talks. Et aujourd'hui, on démarre sur le quatrième et il s'agit donc d'infuser le produit dans l'entreprise. Alors le produit, de quoi on parle? On va évidemment le définir. Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est le sujet évidemment que travaillent les équipes produits ou l'entreprise au sens large? On va en parler. On a aujourd'hui deux invités que je vais présenter. Alexis Fogel, cofondateur de Dashlane et ex-product lead donc du coup de la même société, de Dashlane. Dashlane qui est donc une société qui permettait de faire la gestion, et qui permet toujours d'ailleurs, la gestion d'identité numérique et de mot de passe. Tu l'as quitté je crois en 2018 et tu as relancé une nouvelle aventure. Parce que Dashlane, c'était pas assez. Donc tu as lancé Stonely, tu es le CEO et cofondateur de Stonely, qui est donc une solution de création de guides interactifs pour l'onboarding, l'adoption produit et le support de leurs utilisateurs et clients. Exactement. Et j'ai aussi donc Pauline. Pauline, tu as double casquette, donc startup et corporate. Donc toi, tu as fait pas mal d'années aux États-Unis. Tu as travaillé aussi pendant près de 5 ans dans la dimension, dans le département Lab Innovation de SNCF. Et tu es passé chez Open Classroom il y a maintenant 2 ans, 3 ans? 2 ans, oui. Un peu plus de 2 ans. Et tu es donc product manager. Sauf qu'aujourd'hui, tu as changé. Et maintenant, tu as cette casquette de product marketing qui est un nouveau job chez Open Classroom. On va démarrer ensemble. On va donc parler donc de produits dans l'entreprise. On va débuter avec une approche plutôt académique. J'ai un bonnet, pas de toc de fraîchement diplômé. Mais on va vous demander l'un à l'autre de définir votre conception aujourd'hui du produit. Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est la culture? On a eu ce même échange avec Damien et Pierre Fournier de Mano Mano sur la première saison. On réitère, c'est un sujet mouvant, changeant, et on a toujours besoin de voir un peu comment vous pensez les choses. On est en 2021. On commence avec toi, Pauline. Super. Bonjour, merci déjà de nous recevoir. Alors, produit ou culture produit, en tout cas, pour parler de culture produit, c'était une très bonne question que je me suis posée du coup pour ce talk. En repartant déjà de l'idée de culture, pour moi, c'est ce qui rassemble des gens autour d'idées, de principes. Et du coup, l'idée que le produit rassemble, je pense que c'est une très bonne chose. Et si on parle de culture produit en tant que telle, pour moi, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est penser l'utilisateur au centre, penser le client, le comprendre, penser aussi ses besoins et ses problématiques et non pas directement solutions. Je pense que c'est quelque chose d'assez générique mais qui qualifie bien la pensée produit. Et enfin, le troisième élément, c'est l'aspect un peu itératif, le côté on n'a pas une solution et ça y est, on est arrivé au but, mais d'être progressif et de faire la démarche petit à petit. Et quand on dit les choses comme ça, en disant client, itératif et en plus de penser problème et non pas solution, et en fait ça s'applique bien plus largement que le département uniquement produit, et c'est effectivement une culture qui peut s'appliquer bien plus largement dans l'entreprise. D'accord, donc c'est très intéressant parce que tu parles donc du coup d'une position par rapport au client, une position dans l'organisation, et tu parles aussi donc du coup de process puisque tu parlais d'itératif. Tout un programme. Pas mal de choses. Bonjour, merci du coup, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a cet aspect de culture qui va au-delà de l'équipe produit et super important. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit comme différence entre, on va parler d'entreprises qui ont une culture produit et d'autres qui en ont moins. C'est quand on a ce client au centre de toute la réflexion, ou l'utilisateur au centre de toute la réflexion, de l'empathie en se disant, ok, finalement, que ce soit un appel de sales, de support, que ce soit mon marketing, que ce soit mon message, je vais toujours penser à comment est-ce que ça va être reçu par l'utilisateur, qu'est-ce que cherche l'utilisateur, et je vais toujours me mettre à la place. Et finalement, quand on regarde la culture produit, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est commun, une expérience qui est commune entre la personne à qui je vais parler au téléphone la première fois, quand je vais utiliser le produit et au sein de toute mon expérience. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont une culture produit et d'autres non, c'est pas forcément un problème. Il va y avoir des entreprises qui ont plutôt le produit qui voient le produit comme un moyen d'accéder à quelque chose, et d'autres qui se disent mais finalement en fait tout ce qu'on fait est le produit. C'est amusant parce qu'évidemment l'un et l'autre, vous avez donc parlé quand même du produit avec un pendant quand même très organisationnel, qui est un point évidemment autant de process, manière de penser un petit peu les choses que de position. On est en 2021, vous avez chacun à peu près 10 ans d'expérience sur ce sujet.
Je pense qu'on a commencé en 2007-2008 avec très peu de documentation, chacun un petit peu from scratch à définir ce que peut être une approche produit. Aujourd'hui, quelle place finalement vous envisagez dans l'entreprise pour la culture produit? Est-ce que c'est optionnel? Est-ce que ça effectivement est-ce que c'est un choix réel aujourd'hui? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est fonction des entreprises dans lesquelles on travaille? Le secteur tertiaire, évidemment, est fortement disrupté par le digital au sens large. Est-ce qu'adopter le produit, une culture, c'est un choix? Ou est-ce que c'est une nécessité? On commence avec toi, Pauline, puisqu'évidemment, toi, tu viens de deux mondes différents, celui du corpo SNCF. On connaît le rôle des corporates dans l'innovation, c'est eux qui tirent par leur budget, le rapport contractuel aux startups qui sont éditrices de solutions. C'est un point hyper important, on oublie souvent. Et puis en même temps, aujourd'hui, tu es chez Open Classroom, qui vend sans doute aussi à SNCF. Quel est ton rapport aujourd'hui à cette position que tu donnes aux produits dans l'entreprise? Évidemment, peu importe le format. Effectivement, je pense que c'est très variable selon l'entreprise. Je ne sais pas si c'est seulement grand groupe par rapport à start-up. Je pense que c'est plus, et j'ai écouté aussi le précédent talk sur le sujet où c'était intéressant de dire que c'est plutôt une question d'état d'esprit des fondateurs pour les start-up. Et je pense que globalement, ça dépend vraiment des gens dans l'entreprise, de l'état d'esprit derrière, parce que la culture produit, c'est avant tout un état d'esprit et ce qu'on veut inculquer un peu dans l'entreprise. Du coup, on peut retrouver de tout, et quelle que soit la taille de l'entreprise, mais je pense qu'il y a des niveaux de maturité très très différents. Mais pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, en tout cas, que de se poser la question et de le considérer. C'est une question de curseur, ça dépend d'où on vient aussi. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain en claquant des doigts. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en compte, en tout cas petit à petit. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, c'est les clients qui vont le faire pour nous, c'est-à-dire qu'ils vont s'en rendre compte. Ils sont de plus en plus connectés, exigeants. Informés aussi, encore plus, j'ai envie de dire, depuis cette année qui est derrière nous. Et du coup, c'est soit on fait le choix proactivement de s'intéresser aux clients, à ses besoins et à ce qu'ils souhaitent, soit c'est lui qui va nous le rappeler assez fortement, je pense. C'est vrai que le corporate ou le client, en tout cas, est utilisateur. Donc, par défaut, il y a un nivellement à la hauteur du client sur la compréhension qu'on peut avoir du produit. Il y a aussi évidemment la compréhension en interne, quand les différentes équipes vont pouvoir interagir ensemble. Et c'est vrai qu'il y a un certain niveau technique qui n'est pas forcément évident à appréhender dans le sujet du produit. Ça reste en plus quelque chose de croissant, parce que les équipes produits sont de plus en plus granulaires, de plus en plus larges, sur des conceptions de plus en plus fines. La data, évidemment, n'ayant pas forcément aidé là-dessus, ça agrandit encore le champ des possibles. Toi, Alexis, tu as vu ces deux modes, la grande scale-up qui est Dashlane, un retour à la start-up avec Stonely. Quel est ton rapport aujourd'hui à cette place que tu veux donner? En plus, c'est une deuxième chance pour toi parce que tu redémarres. Donc, tu as forcément quelque chose dans ta tête qui te dit j'aurais envie, il y a 10 ans, de faire les choses comme ça. Comment tu vois les choses aujourd'hui? Je suis un peu biaisé, moi, parce que je viens du monde du produit. Donc, forcément, je suis dans mes deux expériences, j'étais un fondateur produit. Alors, on en reparlera un peu plus tard, mais être fondateur produit aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans parce que le produit a beaucoup évolué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu montes une boîte from scratch, tu pourrais te dire quel intérêt je vais avoir ne pas prendre au moins cet aspect client en compte quand tu as vu des succès des entreprises qui ont été d'ailleurs dont le succès s'est fondé uniquement là-dessus. Si tu prends une entreprise comme Captain Train, ils ont fait ça en disant ok, très bien, aujourd'hui je vais me placer du point de vue de l'utilisateur quand je veux réserver un billet de train. Quelle est la meilleure expérience que je peux proposer? Et c'est pas uniquement le produit, l'application, ça allait également au niveau du support. Et c'est quelque chose qu'ils avaient très bien pris en compte et qui a fait leur succès. En France, on est d'ailleurs assez bon sur ça à prendre en compte. Alan dans le B2B fait ça également. Conto aussi fait ça. Il y a pas mal de boîtes qui travaillent sur se dire finalement j'ai des produits qui existent aujourd'hui qui ne prennent pas en compte l'utilisateur assez, qui ne sont pas assez de culture produit, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans la santé. Nous, en fait, on va venir révolutionner ça. Finalement, faire plus ou moins la même chose, que je veux dire en termes de service, un compte en banque, c'est un compte en banque, mais l'expérience de l'utilisateur va être complètement différente. Et c'est assez amusant de se dire, finalement, rien que ça, c'est un différenciateur assez fort pour faire des gros succès. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que c'est une nécessité au début, si tu crées une nouvelle entreprise, j'aurais envie de dire c'est surtout une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Et je pense que ce point est hyper important. Effectivement, toute société qui se crée aujourd'hui
il y a un effet de seuil, il y a un effort technique, il y a un effort de design, un effort de réflexion et par définition de rapport au produit qui doit être fait. Sinon, je pense qu'effectivement, on doit être tué dans l'œuf. Ça me semble compliqué de lancer des portails avec l'expérience d'il y a 10 ans dans des pays comme la France. En tout cas, c'est assez malin de créer sa boîte et d'être produit. Comme ça, on est sûr qu'il y a de la culture produit. C'est sûr. Et après, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup de boîtes où la personne qui est fondateur va être quelqu'un de visionnaire, mais pas forcément quelqu'un de produit. C'est vrai que tu en parlais dans cette préparation. Exactement. Et où, du coup, c'est pas toujours facile derrière de faire le lien avec les leaders produits quand tu vas devoir recruter quelqu'un pour leader le produit, de se dire quel est en fait être un leader produit et être un visionnaire, ce sont deux choses différentes. On va en parler un peu plus tard. C'est vrai que ce point en plus, c'est hyper important parce qu'on voit de plus en plus de fondateurs qui ont cette casquette comme la tienne et qui sont en plus visionnaires. Et à un moment donné, il faut bien lâcher la partie purement product management. Ce point-là, j'ai envie juste de prendre quelques minutes sur l'évolution, comment vous la comprenez. Alors on sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus documenté. On est entre 2010, 2009, 2011, on a Eric Rice qui sort Lean Startup. Dashlane s'est lancé en 2007-2008. Toi, chez SNCF, c'était quelle année à peu près ? 2012. 2012. On est à peu près dans les mêmes créneaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus cinglant quand vous regardez là où vous étiez avant et là où vous êtes aujourd'hui dans l'évolution de cette culture produit ? Qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce que vous trouvez attrayant ? Qu'est-ce que vous trouvez dérangeant ? Comment vous percevez cette évolution qui évidemment est majeure puisqu'aujourd'hui toutes les personnes qui naissent à date en 2021 ont un potentiel de développement et d'acculturation sur le sujet qui est juste énorme. Si tu veux, alors déjà la question est intéressante d'un point de vue national et international. Je pense que là on peut la traiter côté entreprise française. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé en France sur les 10 dernières années et sur une adoption finalement de la culture produit. Moi quand j'ai commencé Dashlane, et moi le premier, non seulement j'y connaissais rien au produit, mais j'avais finalement très peu d'exemples où je pouvais aller voir et me dire ah mais ça c'est génial. Quand on regardait quelque chose on se dit ah bah tiens une boîte produit il y a Apple, ok c'est bien d'accord, mais il y a un tel décalage que c'est difficile de se dire je vais prendre exemple sur Apple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je vois sur les personnes à qui je parle, soit des product managers, soit des gens qui aspirent à être product managers, ils ont déjà une connaissance simplement par la culture autour des boîtes qu'ils connaissent, des formations et autres, où ils ont pu voir, ils savent déjà beaucoup de choses, que ce soit rien que des basiques de comment ça marche sur de l'agile, sur comment est-ce que je vais aller faire des wireframes de la communication avec les équipes de développement et autres, des choses que finalement avant tu devais découvrir, tu ne savais pas, et qui aujourd'hui sont beaucoup plus présentes. Et aujourd'hui, si tu veux, on commence à être à un niveau de maturité où le produit se subdivise en... Il y a plein de fonctions autour. Product marketing en est une qui commence à venir en France, mais a encore du mal, et qui est aujourd'hui, les entreprises réalisent à quel point c'est une fonction qui est clé. User research aussi, qui vient un petit peu en amont. Tout ce qui se passe au niveau de l'analyse de données, alors qui n'est pas, encore une fois, que pour le produit, mais qui vient alimenter tout ça. Et là, on commence à avoir une phase qui est super intéressante de se dire, très bien, tous ces métiers-là qui tournent autour du produit et qui sont connectés, on va avoir non pas simplement un job de product manager, on va avoir énormément d'opportunités de pouvoir se développer. Toi, Pauline, ton regard, il est similaire à celui d'Alexis, ou est-ce que tu vois aussi quelque chose d'un peu plus prégnant autour des équipes qui gravitent autour du produit, que ce soit les sales, le marketing évidemment, les fonctions support. On est dans des modèles de société qui sont de plus en plus intégrés, parce qu'on les connecte par de l'automation, par des API. Finalement, tout le monde est connecté au produit. Il y a une sorte de culture générale autour du produit qui est en train de se créer. C'est quelque chose que tu ressens aussi chez Open Classroom ? Oui, chez Open Classroom, dans toutes les entreprises. Enfin, je pense que tous, on est une génération où il y a 10 ans, on faisait du produit sans le savoir. Enfin, on est tous un peu tombés dedans sans vraiment trop savoir au départ. Aujourd'hui, ça devient un vrai métier avec des formations pour. Donc, chez Open Classrooms, on a une formation diplômante en product management. Donc, on peut devenir product manager avec un diplôme de niveau 5 là-dessus. C'est quand même quelque chose qui, il y a 10 ans, était assez impensable. Sans parler du fait que, par exemple, moi, il y a à peu près un an, j'ouvre un département product marketing. Alors déjà que le product
seul était difficilement compris il y a 10 ans. Aujourd'hui, voilà, effectivement, il y a plein d'autres sous-métiers qui sont autour du produit, en soutien du produit, en lien aussi avec les autres équipes qui se créent. Donc je pense que le changement, il est majeur et dans toutes les entreprises, il y a moins besoin aujourd'hui d'expliquer ce que c'est que ce métier-là. On l'explique toujours aux grands-parents, mais à part ça, ça commence à être un peu plus développé. Et c'est quelque chose qu'on a, je pense, tout observé. On voit toute une nouvelle génération aussi de product managers qui sont hyper formés, informés, plus que nous. Un bon moyen de rester à la page, justement, c'est par exemple, nous, c'est ce qu'on fait avec Open Classrooms. On a des mentors, product managers qui accompagnent des plus jeunes. C'est un moyen de rester à jour et aussi d'être confronté au fait que ça évolue très très vite et de rester à la page là-dessus. C'est un peu un moyen de ne pas se sentir trop vieux, sinon dans l'univers produit qui évolue très vite. Et il y avait un chiffre que tu nous avais communiqué qui m'avait bluffé aussi. Tout à fait. C'était dans nos analyses pour l'accompagnement d'une start-up au hub, où effectivement en 2014 il y avait donc à peu près 500 postes de product manager en place en France, et aujourd'hui on est effectivement sur un volume de 22 000. Donc évidemment la question de la tendance, elle se retrouve non seulement en interne à étudier comment les gens connaissent le produit, mais aussi au niveau global, de voir à quel point le produit est une position centrale dans la stratégie des sociétés qui veulent ensuite partir sur le digital. Et ce point-là, il est intéressant, parce qu'il fait écho à cette question qui suit juste derrière. C'est avec cette augmentation un peu incroyable du nombre de product managers, product owners, d'ailleurs la définition n'est pas forcément évidente pour tout le monde, du nombre de rôles différents autour du produit, il y a quand même une transversalité assez incroyable qui est en train de se créer entre les différents départements. On connaît aujourd'hui l'état des lieux de grands corporates ou même de start-up qui est encore trop siloté. Comment vous voyez cet impératif de transversalité autour du produit? Est-ce que vous voyez ça comme une obligation? Et est-ce qu'indirectement, finalement, le produit n'est pas une sorte de diplomate qu'on peut même parfois accuser de langue de bois quand il s'agit d'aller travailler non seulement la communication des décisions du produit, que d'aller récolter de l'information qui permet d'alimenter ces décisions? Pour moi, c'est pas une question de diplomate, parce que tu n'es pas un ambassadeur du produit, mais tu es plus, et là pour le coup je reviens sur cette notion d'empathie, c'est très important que tu travailles dans le produit, de comprendre ce que le produit peut apporter à chacune des fonctionnalités de l'entreprise. Quelqu'un qui va travailler au marketing va pas attendre la même chose du produit que quelqu'un qui va travailler dans les sales, que quelqu'un qui va travailler en finance. Est-ce que c'est de pouvoir faire de la PR? Est-ce que c'est de pouvoir closer plus facilement? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur taux de conversion? Et finalement, quand tu crées une initiative produit, le plus tu peux fédérer les gens autour de ça, le mieux c'est. Et une façon de fédérer, finalement, c'est de prendre en compte les besoins des gens et de dire très bien, on va lancer telle initiative produit, on va aller travailler avec les différentes personnes qui vont être impactées par cette initiative, prendre en compte leurs besoins, les intégrer, et finalement de la même façon que tu prends en compte ton utilisateur quand tu crées un produit, tu aussi prends en compte les autres personnes que ça va impacter en interne. Et à partir de là, mais donc tu prennes ça pour un peu comme base de réflexion. D'ailleurs, en effet, la communication est très importante, parce que finalement, en produit, tu n'as pas envie d'arriver et de dire écoutez, moi je suis le génie du produit, Non, si tu veux faire quelque chose de fédérateur, c'est on a travaillé avec un tel, on sait que la stratégie de l'entreprise c'est d'aller ici, donc du coup on a pris tout ça en compte pour créer quelque chose qui finalement répond à tout ça. Alors après, ton rôle reste quand même de dire non à 80% des demandes qui c'est ce que tu me disais, ce qui est assez amusant, parce que ça veut dire que j'ai grosso modo une chance sur 4 de te dire un truc qui va se retrouver dans la roadmap. Et pour autant, je dois quand même toujours t'en parler. Si tu es bien informé, tu as une chance sur 4, sinon tu as plutôt une chance sur 10. Mais si tu veux, c'est pas grave, parce que c'est sûr que dans toutes les entreprises, tu vas toujours avoir trop à faire. Tu vas toujours prioriser des choses. Sauf que tu as énormément d'opportunités quand tu vas faire un projet, d'intégrer la demande de quelqu'un à un bon moment, trouver le bon moment pour faire. Donc le plus tu peux récolter d'informations, organiser cette information, savoir à quoi elle est liée, et le plus tu vas être en mesure, quand tu vas lancer une initiative, de pouvoir dire mais attendez, on va en profiter pour faire ça. On sait que c'est quelque chose qui est important pour telle et telle chose. Et d'une part, en interne, ça va faire un peu de buy-in, ça va aider sur ton projet, mais par ailleurs, ça va aussi montrer l'importance de tous les besoins dans la prise en compte des projets produits. Pauline, tu vois ça comment là? Parce qu'évidemment, la question d'après porte sur l'humilité. Indirectement, c'est le mode d'interaction lié à la transversalité. Donc tu peux tout à fait répondre aux deux.
l'impératif de transversalité et est-ce que finalement, indirectement, ça force aussi le choix de l'humilité, même si sans faire une tarte à la crème autour de cette valeur, parce que certains c'est une valeur, c'est peut-être un impératif aussi au niveau du produit. Pour moi, c'est pas tant être diplomate ou, euh, ou, ou- ou l'humilité dans le sens intrinsèque, c'est juste du réalisme en fait. C'est de dire, on peut tester dans son coin, de faire des choses, mais si les sales derrière ne vendent pas le produit, si le marketing ne le met pas en valeur, si personne en interne n'y croit à ce qu'on a fait, bah en fait, on peut s'agiter, on peut mettre beaucoup d'efforts. Donc même si on le fait pas par bien-pensance, quelque part, juste par réalisme, il vaut vraiment mieux compter sur les autres, engager les autres. Et il y a beaucoup, je pense, dans cette notion de culture et d'idée, une idée de confiance qui est hyper importante et qui va dans les deux sens. C'est ce qu'on disait, à la fois comprendre que les autres équipes ne sont pas juste là pour nous demander des trucs qui servent à rien et qu'on dise non, c'est que ce qu'ils nous disent c'est utile, c'est juste peut-être pas à ce moment donné, mais à un moment plus tard. Et réciproquement, que quand nous, on leur donne des infos ou que parfois on est flou peut-être dans ce qu'on dit, c'est pas pour les embêter ou pour se donner un genre, c'est juste parce que effectivement on est en train de chercher à comprendre ce problème et qu'on n'y est pas encore et que ça arrivera plus tard. Donc c'est plus du réalisme et d'être efficace. Et même si on est parfaitement cynique, je pense qu'il faut être humble et collaboratif avec les autres, même si on ne le fait pas pour mieux se sentir au boulot et avoir des journées plus agréables, Oui. juste pour Ou mieux l'efficacité apprécié. ou plus apprécié. Ouais. Juste par efficacité, il y a vraiment intérêt à le faire. Donc dans tous les sens, soyons humbles et soyons collaboratifs. Tu as quelque chose là-dessus pour moi qui est assez important aussi, c'est que sur plein de choses, t'es pas en tant que personne produit, t'es pas la personne qui a le plus de connaissances. Et ça, moi, j'ai recruté une personne en product management qui était assez junior, et quand elle parlait au design, quand elle parlait aux développeurs, je lui disais, mais tu sais que cette personne au design, c'est un meilleur product manager que toi. Cette personne en engineering, c'est un meilleur product manager que toi. La raison, c'est que ce sont des personnes qui ont travaillé sur le produit depuis 2 ans maintenant. Ils connaissent, ils ont énormément de choses. Donc aujourd'hui, toi, ton rôle, c'est d'être une éponge, c'est de prendre l'information, d'utiliser ça et de travailler avec eux. Puisque toi, finalement, ton but, c'est pas de pousser tes idées. Tout le monde s'en fiche, personne ne te récompensera parce que ça sera tes idées, c'est d'arriver au meilleur produit. Et ton meilleur produit, tu peux l'avoir aujourd'hui qu'en utilisant la connaissance qu'il y a autour, parce que tu as des gens qui ont réfléchi dessus, ça fait 2 ans qu'ils réfléchissent dessus. Alors, ils ont peut-être perdu un peu de recul et tu peux apporter un regard extérieur, mais en fait, toute cette connaissance qu'ils ont, utilise-la pour te nourrir, pour nourrir tes idées et pour nourrir ton influence produit. Je trouve ça hyper intéressant, cette question de posture dont tu parles. Alors moi, ça me parle d'autant plus que j'ai, mis à part un petit rôle produit dans une société que j'ai cofondée, j'ai été essentiellement du côté pré-sales, du côté projet, du côté financier. Donc je gravite autour du produit. Par définition, j'ai une appétence énorme pour participer au produit dans lequel je travaille. Donc bien évidemment, j'ai envie de donner des feedbacks. Je me suis retrouvé régulièrement dans cette situation où tu fais un feedback et on est des êtres humains, donc le visage se ferme un peu, on sent que ce qu'on dit, c'est pas nécessairement bien interprété, peut-être que mon ton de voix était mauvais. Au sens large, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une ambivalence, une relation qu'on connaît depuis des années, qui est celle des sales avec les ingénieurs, le fameux vendeur qui arrive et qui me fait « il faut absolument ça ». Et l'ingénieur qui ferme les écoutilles parce que c'est pas possible, il n'a pas compris, c'est pas le sens entre guillemets de l'interaction du travail que je fais. Cette relation, elle est en train de se créer petit à petit, se cristalliser aussi autour du produit, qui est plus naturellement associé à l'engineering. Il y a même des sociétés où certaines équipes parlent de boîte noire quand les décisions des produits sont rendues. Au sens large, est-ce que vous avez eu ces expériences où le produit, la démarche du produit est mal interprétée? Qu'est-ce que vous aimeriez signaler à ces personnes pour que la communication se fasse mieux et qu'indirectement, ils projettent d'entrée de jeu à votre réaction ce que vous êtes en train en fait, d'essayer de protéger, autant vis-à-vis d'eux que vis-à-vis de la société au sens large dans lequel vous travaillez? Pour moi, pour sortir de la boîte noire, ça se fait petit à petit et on voit quand même un changement. Autant avant, encore une fois, produit, c'était un mot mystérieux que les gens ne connaissaient pas. Je pense que ça passe par pas mal de choses et des choses très simples en fait. La première, c'est le vocabulaire. Je pense qu'il y a un peu le jargon qui peut faire peur, mine de rien, a fortiori dans les entreprises où il y a peu d'anglicisme. Ça peut être un frein de se dire ok, c'est pour que je ne comprenne pas ou je ne comprends pas de toute façon, alors que ce qu'on essaye de faire globalement est assez simple. Oui. Et du coup, je pense que ça passe par avoir un vocabulaire commun. Donc si on utilise notre vocabulaire, au moins de l'expliquer, pas à partir du principe que si on parle de sprint, pour les gens, c'est naturel de comprendre ce qu'il y a derrière. Ça passe aussi par des exemples hyper
parlant, simple et évident, parce que sinon on parle de principes itératifs, de agile, de sprint, de roadmap, etc. Oui, qui sont aujourd'hui des buzzwords, mais qui ne servent pas et concrètement, ils se disent, ok, bah, c'est un peu leur magie noire avec ces mots-là, et qu'est-ce qu'ils en font. Et en fait, de dire, non, mais un exemple, si on dit, quand on vous dit qu'on veut repartir du problème et pas sauter sur la solution, c'est pas juste parce que c'est dans les livres et que c'est mieux de le faire ainsi. Vaut mieux repartir, je pense, d'un exemple qui est parlant pour tout le monde. Si je parle de, par exemple, SNCF quand j'y étais, et donc c'était il y a quelques 5 ans, 5-6 ans, pour expliquer justement ce qu'on était en train de faire. Et même nous, je ne sais pas si on avait vraiment conscience que c'était du pur produit. Mais c'était de dire non, mais en fait, on repart du problème parce que regardez cet exemple-là. On avait une demande qui était de équiper l'ensemble des vieilles rames qui allaient partir à la casse quelques années plus tard d'écrans pour que des personnes malentendantes puissent avoir accès de manière écrite aux annonces orales du chef de bord. Donc là, on se retrouve dans un projet un peu pharaonique, en plus en se disant mais qu'est-ce qu'on est en train d'équiper des rames qui vont bientôt être détruites avec des écrans, c'est vraiment coûteux et important. Et donc voilà, c'est le moment où on dit stop, attendez, on va revenir au besoin initial, c'était quoi déjà? On a travaillé avec les associations d'usagers, de personnes malentendantes qui sont très connaisseuses sur le sujet et avec des personnes dans ces situations-là. Et en fait, on est arrivé à une solution qui était le message dupliqué par SMS avec un service d'abonnement gratuit. Coût bien moindre, juste on a pris le temps de revenir à l'étape d'avant. Et ça, quand on le raconte à n'importe quelle personne dans l'univers SNCF ou même ailleurs, parce que c'est parlant à tout le monde, c'est des entreprises qui parlent, et ben on comprend que partir du problème, parfois ça fait du bien et ça évite de foncer droit dans une solution qui est pas la bonne. Par contre, quand on le dit de manière théorique, je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui nous disent Ouais. Oui, bien sûr. Et parce que vous avez directement en tête des enjeux économiques, parce qu'on imagine évidemment les économies coûts énormes de cette décision de passer entre un écran à installer et d'utiliser un écran existant qui est dans la poche. Exactement. Encore une fois, c'est pas que des bons principes, c'est pas que c'est aussi de l'argent, des économies réelles et hyper importantes et une efficacité et tout le monde bien plus content à la fin. Par contre, il faut accepter de dire en plein milieu attendez, stop, on fait n'importe quoi, on va reprendre une étape en arrière et s'interroger vraiment sur le problème. Donc des exemples simples comme cela, je pense que ça parle beaucoup plus que des choses qui peuvent être considérées comme théoriques ou trop spécifiques et où les gens ne se retrouvent pas. Ouais. Donc finalement une pédagogie, essayer de se détacher le plus possible, même si ça fait très cool, des quelques mots qu'on connaît tous. Mais on le fait tous. Voilà. On le fait tous et ça dépend avec qui. Mais je pense qu'il faut savoir, quand tu parlais du regard de la personne en face, il faut aussi savoir voir la personne en face. Moi, je sais qu'il y avait un meeting côté SNCF. J'ai parlé de kick-off à partir du moment où il y avait le mot kick-off, le meeting était terminé. J'avais perdu les gens en face. Et j'entendais les gens qui disaient mais off, c'est la fin plutôt, c'est pas le début. Et en fait, ils parlaient d'autre chose, mais c'est normal. C'est moi, l'erreur, elle vient de moi. J'aurais pas dû mettre ce mot qui apportait rien, qui a fait un peu un clivage et qui a créé un peu de clans, alors que non, le produit, il est commun et le message, il est simple et il devrait être adapté à tout le monde. Oui, parce que tout le monde utilise des produits, donc on va tous comprendre la langue des équipes produits. Exactement. Alexis, tu en penses quoi, toi? Moi, si je dis un peu, alors je suis désolé, je reviens un peu tout ça toujours là-dessus, mais il y a toujours ce côté d'empathie et si tu as envie que les gens comprennent ce qui se passe dans le produit, et finalement, le plus tu arrives à communiquer sur ce qui se passe, pourquoi tu fais, et chaque fois que tu fais quelque chose, comment ça s'est construit, comment tu as réussi à impliquer les autres, et le plus facile c'est. Si tu as quelqu'un en sales qui vient, c'est ton exemple tout à l'heure, de dire que j'ai quelqu'un qui vient et qui vient me donner une idée, plutôt de te fermer, de dire ok attends, en fait je comprends ton idée, mais c'est quoi le problème que tu essaies de résoudre? Je reprends un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir un client qui va demander quelque chose à un sales. Le sales va prendre et va se dire ok très bien, il faut que je fasse cette fonctionnalité. Et toi, ton boulot en produit, c'est de dire ok, qu'est-ce que la personne essaie de faire? Parce que potentiellement ce que la personne essaie de faire, en fait on pourrait le régler différemment avec quelque chose qui est déjà dans quelque chose qui est prévu ou pas, mais en tout cas de prendre une approche différente et de travailler comme ça en collaboration. Ça permet de rendre les choses beaucoup plus faciles. Le problème, c'est que ça marche dans les deux sens, c'est que tu peux aussi avoir, et je pense que c'est super important aussi d'un point de vue stratégique, là pour le coup, donc plutôt stratégie produit et même stratégie d'entreprise, de savoir où on veut aller.
Si tu as un sales qui vient te demander quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la stratégie produit, tu dois être capable de pouvoir t'appuyer sur d'autres éléments et dire ok, je comprends, mais si tu veux là, mettons qu'on ait ces 3 gros objectifs sur cette année, en quelle mesure tu penses qu'on peut le rajouter? C'est-à-dire tu peux travailler avec les gens plutôt que leur dire ça. Non, mais ça marche pas. C'est dire ah ok d'accord, mais attends, si je voulais le faire rentrer, mettons que je veux qu'on travaille ensemble pour essayer de le faire rentrer parce que tu as tes contraintes, j'ai mes contraintes, et si on regardait ensemble, est-ce qu'on est capable de trouver une façon ou pas? À partir de là, en fait, eux comprennent mieux ton boulot et toi, tu comprends mieux leur boulot de la même façon. C'est le truc super important pour moi dans une boîte. Tout product manager devrait aller faire du support, devrait aller travailler, parler avec les clients, devrait accompagner les sales dans des calls. Tu te mets là, t'écoutes simplement le call pour savoir quelle est leur situation, comment ils sont dans la réalité quand ils parlent de ton produit. Avec les gens où peut-être qu'ils vont parler, toi tu as fait 3 fonctionnalités, eux quand ils parlent des fonctionnalités, notamment parce qu'ils utilisent des mots qui sont propres à toi, ton produit, mais quand tu connais pas le produit, tu connais rien, les gens sont là, non mais d'accord, mais je comprends, mais du coup est-ce que c'est comme... Ils essaient de se rapprocher à des trucs, c'est super important pour toi d'un point de vue ouverture d'esprit de te dire, mais en fait quand je parle à des gens qui sont en dehors de mon petit cercle produit, les problématiques sont différentes, le vocabulaire est différent, et la compréhension de ce qu'on fait est complètement différente. On est à quelques minutes de la fin de ce talk, on a encore quelques questions à aborder. J'aurais envie quand même de, juste en synthèse, pour vous aujourd'hui, dans le meilleur des mondes où vous souhaiteriez pousser un peu la culture produit et faire en sorte que derrière il y ait les avantages dont on va parler juste après qui ressortent, c'est quoi aujourd'hui les 2 à 3 freins que vous voyez concrètement tous les jours sur ça? On en a parlé d'un, une question de posture, une question de pédagogie, ça en fait déjà 2. Est-ce que vous en voyez d'autres? 2? De langage aussi. De langage qui rentre dans la pédagogie. Alexis, tu vois d'autres choses? Est-ce que c'est une posture du COMEX, par exemple? Ça peut avoir une posture du COMEX parce que si tu veux, il y a quand même un moment, et là on revient au niveau de la culture, c'est sûr que quand une entreprise commence avec une culture portée client, portée produit, tout va être plus simple. On avait eu cette discussion dans un groupe de CPO, justement, on se posait la question de se dire, tiens, mais si moi je veux faire une activité qui est purement produit, mais je ne sais pas exactement quel impact ça va avoir, finalement, comment est-ce que je le vends en interne? Dans les exemples qu'on avait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette complexité allait beaucoup dépendre de la volonté du COMEX d'aller pousser dans une direction ou dans une autre. Parce que finalement, quand tu dois prouver quelque chose qui n'est pas uniquement des données, tu as déjà perdu si tu n'as déjà pas une ambition de pouvoir le faire. Donc si tu arrives à avoir cette poussée comme ça, et certaines entreprises l'ont, certaines ne l'ont pas, et tu peux pousser autant que tu veux, tant que ça n'arrivera pas au niveau, un peu à un niveau de leadership, ça va être très compliqué parce que tu vas toujours, au bout d'un moment, on va toujours te dire, ok, c'est très bien, tu es gentil avec ce que tu veux pousser, mais là, on doit travailler sur business. Pour répondre très, très court, je pense qu'un des freins aussi, c'est l'idée que le produit remplacerait tout. Que c'est ça contre tout le reste, et du coup c'est plus qu'un changement, et dans ces cas-là ça peut amener des réticences, voire même de se dire c'est une équipe qui va l'emporter là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté de dire que produit à la fois le nom d'une équipe et ce qu'on essaye de promouvoir à l'échelle de l'entreprise, et je pense que ça peut aussi être un frein dans l'adoption plus globale de cette culture et cette approche. Si on enlève ces freins, on déverrouille les wagons, on avance de 2-3 ans, vous recrutez les bonnes personnes qui vous ressemblent. Pour vous, c'est quoi finalement un modèle où le produit est bien diffusé, autant dans son état d'esprit que le produit, et ce dans tous les métiers? Ça apporte quoi selon vous? C'est une question de vélocité et de pertinence et d'aller chercher des nouvelles informations. Selon vous, ce serait quoi le gros avantage d'avoir ce type d'organisation et ce type de personnes? Déjà, recruter les bonnes personnes ne sont pas des personnes qui nous ressemblent, justement, parce que en fait, c'est vraiment ce truc de se dire comment est-ce que je peux prendre ce qui vient de l'extérieur pour pouvoir le prendre dans ma stratégie. À mon avis, ce que ça apporte, c'est que dans chacune des fonctionnalités, chacune des fonctions de l'entreprise, tu vas te retrouver dans un mode où les personnes vont être en mesure de pouvoir comprendre ce qui se passe, pourquoi ils le font, comment ça s'impacte, comment tout se met ensemble pour former un tout. Si tu arrives à avoir une entreprise où tout le monde peut comprendre quels sont les enjeux pour chacun et travailler ensemble à chacun des niveaux, tu arrives à aller, alors certes beaucoup plus vite, mais surtout tu enlèves énormément de frustration, et surtout tu prends en compte des choses que toi tout seul tu n'es pas capable de voir et que eux tout seuls ne sont pas capables de voir. Cette collaboration, si tu arrives à avoir cette collaboration et donc cette culture et tout le monde aller vers la même vision, tu vas beaucoup plus vite dans tout. Tu es d'accord avec ça aussi, Pauline? Ouais, complètement.
Et s'il s'agit d'accélérer, enfin, je pense qu'encore une fois, par contre, ça dépend de la maturité de l'entreprise, où est-ce qu'on en est, etc. Évidemment. Mais globalement, oui, on a tous à y gagner. Il y a pas mal de chemins qu'on peut prendre. Ça peut être le mimétisme du fonctionnement produit. Ça peut être aussi faire du produit sans le savoir. En fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre le mot. Et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, de dire telle personne aujourd'hui fait mieux du produit que toi. Elle va pas mettre ce mot dessus et peu importe en fait. Tant qu'il y a ces éléments de culture client, de penser les choses dans le bon sens, c'est de toute façon positif. Et pour que les différentes équipes peut-être un petit exemple, nous par exemple chez Open Classrooms, on a des équipes qui s'organisent de plus en plus en adoptant cette démarche produit. Nous, quand on parle du produit chez nous, ça englobe non seulement les équipes tech et product management et product marketing, mais aussi toute la partie learning, donc les équipes pédagogiques et médias qui s'occupent de créer les formations, faire les tournages avec les auteurs, etc. Donc toute cette partie vraiment cœur métier là-dessus. Donc c'est le cœur de notre produit. Nous, on vend des formations, c'est eux qui créent cette essence et qui est absolument clé là-dessus. Et en fait, les experts pédagogiques qu'on a dans les équipes fonctionnent vraiment comme des product managers aujourd'hui. Et ils ont un peu dupliqué le schéma. De ce côté-là, ce n'est pas des développeurs derrière, ce sont des experts médias, des experts en création de contenu pédagogique, mais le fonctionnement, l'état d'esprit, la philosophie, la manière de fonctionner est la même. Et ça, je trouve que c'est hyper fort de se dire que des équipes qui ne sont pas du tout tech à la base peuvent aborder cette manière de faire et cette logique produit, indépendamment de la partie tech et ingénierie. C'est parfait. C'est la même chose, juste nous, chez Stonely, on a les Customer Success, forcément, qui nous font le Customer Success chez nous. C'est également les gens à qui on vend, c'est exactement le type de personnes. Donc forcément, ils font du produit. C'est eux qui aident énormément sur le produit aujourd'hui, forcément. Alors justement, tu as partiellement répondu à la question d'après. C'est même si aujourd'hui le modèle idéal n'existe pas encore, qu'est-ce que vous faites régulièrement pour tendre vers ce modèle de transversalité de la communication, de pédagogie, peut-être pour recruter des personnes différentes ou former un peu plus celles qui sont déjà présentes, et essayer de faire en sorte que ces silos soient pétés par nécessité pour accéder à l'information, mais qu'indirectement, cette méfiance vis-à-vis du produit ou vis-à-vis du produit vers les sales ou du marketing ou autre change vers quelque chose de fondamentalement différent et qui va en faveur du client et du produit. Nous, c'est la communication le plus important. C'est-à-dire que c'est chacun. Alors, chez Stonely, tu vas avoir. En plus, nous, on est aux États-Unis, en France et en Pologne, alors qu'on est une boîte qui est quand même assez petite. Aujourd'hui, c'est 20 personnes. On a toutes les fonctions présentes. Donc, une fois par semaine, on a une personne qui vient présenter la chose sur laquelle elle travaille, ce qui permet de toujours savoir quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux. Et on favorise également les communications en one-on-one qui ne sont pas liées à un projet actuel. C'est-à-dire de dire simplement, OK, tu as telle personne, tu ne connais pas exactement ce sur quoi elle bosse, tu ne bosses pas avec elle au jour le jour, donc tu n'as pas besoin mais ce n'est pas grave. Et cette discussion, apprends ce qu'elle fait pour pouvoir comprendre et pouvoir t'en inspirer. Et ça, petit à petit, en fait, ça te crée un cercle vertueux de tout le monde respecte ce que font les autres, tu as une meilleure communication, tu as une meilleure synergie des différentes actions. Parce qu'au final, on veut tous la même chose, on a tous le même but. C'est des choses que tu as inscrites dans les objectifs des différentes personnes que tu onboardes. Oui, alors c'est quelque chose qui est surtout dans les objectifs de chacun des managers. C'est-à-dire que je veux que chacune des personnes ait l'occasion à un moment de pouvoir parler de ce sur quoi elle travaille. Donc tu vas voir un manager, tu vas lui dire, OK, bah là, la personne que tu manages, je ne sais pas sur quoi elle travaille. Est-ce que tu peux aller expliquer à tout le monde est-ce qu'elle peut aller expliquer à tout le monde sur quoi elle travaille? Communication et documentation. De ton côté, Pauline? Communication, pédagogie, 100% d'accord. Des exemples aussi d'organisation plus comme celui que je venais de donner. Et un autre exemple aussi, je pense, qui est intéressant, il faut que les personnes en interne soient les premiers utilisateurs du produit. Je pense que c'est un bon moyen. Ouais, et ça, il y a plein d'initiatives qui peuvent aller en ce sens. Nous, on n'était pas les mieux logés jusqu'à ce début d'année, et ça y est, enfin, on a eu un gros programme hyper bien qui fait que chacun a le droit dans la boîte de bénéficier des formations qu'on propose. Il y a beaucoup de gens qui sont mentors chez nous. En onboarding, tout le monde est utilisateur du produit. Donc, c'est vraiment un saut majeur dans l'appropriation et le fait que voilà, le produit n'est pas réservé à une équipe, c'est vraiment quelque chose en transverse aux entreprises et soyons les premiers utilisateurs. Ça paraît simple, il y a certaines entreprises où c'est plus compliqué que d'autres à mettre en place, clairement, mais on peut toujours faire en sorte de s'en approcher. En tout cas, ça doit être un objectif en tant que tel.
Sur le recrutement aussi, quand tu recrutes quelqu'un, d'avoir, moi c'était un truc chez Dashten, je me souviens que ça m'est déjà arrivé de ne pas faire un entretien avec quelqu'un qui arrivait, je dis ok, est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience avec le produit? Il me fait ah oui, alors je suis allé sur le site, j'ai vu donc un peu de les fonctionnalités, je fais non mais d'accord, mais vous n'avez pas téléchargé le produit, fait ah non j'ai pas eu le temps, je fais bah, écoutez, ça vous va, on se reparle un autre jour, mais ça sert à rien d'avoir la discussion aujourd'hui si vous n'avez pas enfin c'est 2 clics pour vous avez travaillé, si vous travaillez avec nous, vous avez passé une bonne partie de votre temps sur ce produit-là, il faut que vous l'appréciez. Et aujourd'hui, de la même façon, moi, là, sur Stony, tu vas avoir des gens qui arrivent à un entretien et qui te disent ah ben j'ai déjà créé tel guide, j'ai déjà fait tel truc et tout, c'est vraiment super, il y a tel truc qui me plaît. Directement, tu as une interaction qui est beaucoup plus agréable, une discussion sur. Les gens peuvent te dire ah mais je vois exactement comment ça peut être utilisé, ça. Et puis quelqu'un qui a aussi. Tu as aussi envie d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font qui apprécient l'objet de ce sur quoi tu travailles. Donc, on approche de la fin et on fait déjà signe qu'on dépasse un petit peu. On change quoi pour se rapprocher d'un modèle qui est en parfaite infusion dans son entreprise? En quelques mots, on change tout, on se repose sur des actifs. Si la branche sur laquelle on est appuyé parce qu'on estime que ça ne sert pas notre objectif, en quelques mots l'un et l'autre, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire cette année, notamment dans vos organisations respectives? Je pense que tu changes pas tout d'un coup, ça c'est sûr, parce que je pense que tu repars sur les personnes, spécialement en ce moment où tu es dans une période qui est compliquée parce que chacun est chez soi, chacun dans des situations assez difficiles. Le plus tu arrives à créer des opportunités de se voir, de travailler ensemble et de créer ces synergies, et le mieux c'est. Ça, c'est d'un point de vue personne. D'un point de vue stratégique, comme je disais, tu arrives à donner à tout le monde la vision claire de là où tu veux aller, de façon à ce que chacune des personnes puisse apporter au maximum ce qu'ils peuvent avec le maximum de données. La transparence des informations est quelque chose qui a aussi, je pense, changé et qui est super importante. C'est de dire le plus d'informations tu donnes à tout le monde, et le plus ils seront capables de proposer des idées intéressantes. D'accord, donc officialiser du temps non structuré et puis avoir cette communication qui prend en compte cette transparence de base entre tous les départements. Et il ne faut pas croire que les gens ne sont pas capables de comprendre les chiffres et autres. Bien évidemment, c'est juste une si question capable, exactement, quand tu es capable de dire nous, notre stratégie c'est ça, on a telle chose, on parlait du vocabulaire, d'expliquer ce vocabulaire s'il y a besoin, de façon à ce que tout le monde soit au même niveau et puisse apporter au même niveau. Pauline, tu as des choses à rajouter là-dessus? Totalement d'accord, ça passe beaucoup par l'informel, ce qui est d'autant plus challengeant dans cette période où on est tous éloignés les uns des autres, et du coup c'est quelque chose qu'il faut provoquer plutôt que subir. Ça c'est au niveau des entreprises, je pense qu'on l'a dit, c'est vraiment communication simple par l'exemple et pas que par la théorie. Et il y a aussi en transverse des entreprises, et c'est vrai que le fait qu'il y ait des événements comme celui-ci, ça montre quand même qu'il y a une évolution sur la culture produit et une communauté sur laquelle on peut se rapprocher, une documentation, beaucoup de choses qui existent, on n'est plus seul face à ces choix, etc. Et donc ça présage quand même des bonnes choses pour les années à venir, et c'est un peu un signe du progrès. Du coup, merci d'organiser ces choses-là et merci pour cette magnifique tenue. On me l'a demandé, mais je vois que je suis seul. Mais je suis ravi, je n'ai pas pu faire de ski. Ça te va super bien. C'est gentil. On va clôturer là. Merci à BPI France, merci à Tiga, merci à vous deux d'avoir joué le jeu. J'espère que ça a intéressé évidemment nos spectateurs. N'hésitez pas à poser des questions tout le long de ce talk, évidemment, j'espère que vous l'avez fait. On y répondra par la suite et on se retrouve, j'espère, pour la 3e Product Week.